Le monde réclame des démonstrations. Bien le bonjour à tous pour cette vidéo sur les aspects formels des paradoxes de physique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer des aspects mathématiques que je n'ai pas voulu mettre dans les vidéos consacrées aux paradoxes pour que ces vidéos restent grand public. Donc pour comprendre cette vidéo, je vous conseille de regarder d'abord les vidéos sur les paradoxes de la physique. Ils sont dans la playlist que je vous ai mise en fiche. Mais il faut aussi savoir que cette vidéo sera plus difficile, bien qu'elle reste une vidéo de vulgarisation. Ce n'est en aucun cas un cours, mais si vous voulez une vidéo tout public, je vous déconseille cette vidéo. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Fuyez, pauvre fou! Commençons avec le paradoxe d'Holbert. Ce paradoxe est un raisonnement qui suppose un univers infini, décrit par la compréhension avant la relativité générale, et qui conclut que le flux lumineux qui arrive sur Terre dû aux étoiles devrait être infini, ce qui est bien loin de la nuit noire. Faisons donc le calcul. Pour ce faire, supposons que chaque étoile a une luminosité L. Pour simplifier le calcul, on va supposer que toutes les étoiles ont la même luminosité. Mais cette luminosité intrinsèque de l'étoile décrit la lumière émise, mais pas la lumière reçue. Pour connaître la lumière reçue, on utilise le flux F, qui est la luminosité divisée par la surface d'émission de la lumière au moment de la réception. Ceci étant parce que la lumière est émise dans toutes les directions de manière isotrope, et nous ne recevons que la lumière émise dans notre direction, donc il faut diviser par la surface pour tenir compte de cela. Or, si l'étoile est à une distance r, alors la surface est la sphère de rayon r, ce qui donne S est égal à 4 pi r carré. Le flux est donc F est égal à L divisé par 4 pi r carré, ce qui décroît bien évidemment avec la distance, ce qui explique que les étoiles lointaines sont moins lumineuses. Pour calculer le flux total, il faut intégrer la densité d'étoiles de l'univers, notée n, fois le flux. L'univers étant supposé homogène, n est donc une constante. En faisant une intégration en coordonnées sphériques et en intégrant directement sur les angles, on peut remplacer les intégrales sur les directions cartésiennes en 4 pi r carré fois la fonction à intégrer sur la variable r entre 0 et plus l'infini. Et donc on voit qu'il reste le produit de deux constantes fois l'intégrale du rayon entre 0 et l'infini, ce qui vaut bien évidemment l'infini. Le flux sur Terre devrait donc être infini. Dans la vidéo, j'avais aussi parlé du fait que si on suppose des poussières absorbantes, alors on pouvait obtenir un flux fini. Pour savoir pourquoi cette justification ne fonctionne pas, je vous laisse regarder la vidéo. Mais faisons le calcul. Si on suppose que pour une distance d, alors le flux est multiplié par epsilon, strictement compris entre 0 et 1, l'homogénéité fait que pour une distance r, le flux est multiplié par epsilon à la puissance r divisé par d. Dans ce cas, la formule de flux en coordonnées sphériques devient NL fois l'intégrale entre 0 et l'infini de epsilon à la puissance r sur d, ce qui est égal à NLD divisé par le logarithme népérien de 1 sur epsilon. Pour faire ce calcul, il a fallu utiliser le fait que epsilon à la puissance r sur d est égal à exponentielle de r divisé par d fois le logarithme de epsilon, ce qui est égal à exponentielle de moins r divisé par d fois le logarithme de 1 sur epsilon. Et maintenant, l'intégrale est censée être facile à effectuer, et on voit que le résultat final est bien défini. Maintenant que nous avons fait les calculs pour le premier paradoxe, parlons du paradoxe de Galilée, qui se veut une preuve que les objets tombent tous à la même vitesse dans un champ gravitationnel. Je vais vous expliquer les équations newtoniennes autour du paradoxe de Galilée. Tout d'abord, si on suppose qu'il n'y a pas de frottement, alors la seule force agissant sur un objet est la gravité, qui peut être approximée comme mg, avec m la masse de l'objet et g un vecteur qui ne dépend pas de la masse de l'objet, seulement de la distance au corps attractif, et à la masse du corps attractif. La seconde loi de Newton nous dit que la masse fois l'accélération correspond à la somme des forces, et donc on a ma est égal à mg. En divisant par la masse, on obtient a égale g. L'accélération de l'objet est indépendante de sa masse. Prenons maintenant le cas où il y a des frottements. Une formule usuelle des frottements est Ff est égal à moins 6 pi mu rv, avec v la vitesse de l'objet qui subit les frottements, r le rayon de l'objet qui est supposé sphérique, et mu la viscosité dynamique qui dépend du fluide créant les frottements, comme l'air par exemple. La seconde loi de Newton devient ma est égal à mg moins 6 pi mu rv. En divisant par m, on obtient a est égal à g moins 6 pi mu rv divisé par m. Les frottements ralentissent l'accélération, mais ce ralentissement dépend de la masse de l'objet. Étant au dénominateur, s'il est très lourd, alors il y aura très peu de frottements, et s'il est léger, alors il y aura beaucoup de frottements. Et si on pose la viscosité dynamique à 0, alors on retrouve bien A est égal à G. Parlons maintenant du paradoxe EPR. Dans ce paradoxe, on avait défini l'état intriqué entre les particules A et B comme 1 sur racine carrée de 2 fois le vecteur 0a 0b plus le vecteur 1a 1b. Le 1 sur racine carrée de 2 n'est là que pour normaliser et que les probabilités totales soient bien égales à 1.
Cette écriture signifie que si on fait une mesure, alors on a une chance sur deux d'obtenir le couple 0A 0B et une chance sur deux d'obtenir le couple 1A 1B. Et il est impossible d'obtenir 0A 1B par exemple. On avait introduit une nouvelle particule dans l'état alpha 0C plus bêta 1C, avec alpha et bêta étant des informations à transmettre. Si on fait le produit tensoriel entre le couple intriqué AB et C, alors en distribuant comme si c'était un produit normal, et en entrant le C avec le A et le B, entre les traits et le chevron, on obtient 1 sur racine carrée de 2 fois alpha 0C 0A 0B plus bêta 1C 0A 0B plus alpha 0C 1A 1B plus bêta 1C 1A 1B. On pourrait croire que c'est un état intriqué entre les trois particules, mais l'état est scindable. Si je mesure C, alors je n'obtiens aucune information sur A ou B et vice-versa. Pour la suite, je vais appliquer des opérateurs linéaires sur ce triplet. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il existe des méthodes expérimentales pour le faire. Mais ici, on ne regarde que les aspects théoriques. On va appliquer un opérateur appelé C-note qui va changer le bit de la particule A si celui de la particule C est à 1. Dans la base 0C0A, 0C1A, 1C0A, 1C1A, cette transformation peut être représentée par la matrice sur la diapositive, ce qui montre que c'est bien une transformation linéaire. Le calcul n'a pas besoin d'être matriciel, on va juste changer le bit de A selon le bit de C, ce qui donne le nouveau vecteur 1 sur racine carrée de 2 fois alpha 0C 0A 0B plus bêta 1C 1A 0B plus alpha 0C 1A 1B plus bêta 1C 0A 1B. Maintenant, nous allons appliquer l'opérateur Hadamard, valant 1 sur racine carrée de 2 fois la matrice 1, 1, 1, moins 1 sur la particule C, ce qui fait que 0C devient 1 sur racine carrée de 2 fois 0C plus 1C, et 1C devient 1 sur racine carrée de 2 fois 0C moins 1C. En faisant ce changement, on obtient 1 demi fois alpha 0C 0A 0B plus alpha 1C 0A 0B plus bêta 0C 1A 0B moins bêta 1C 1A 0B plus alpha 0C 1A 1B plus alpha 1C 1A 1B plus bêta 0C 0A 1B moins bêta 1C 0A 1B. Et en factorisant sur les couples A et C, on obtient 1 demi fois 0C 0A fois alpha 0B plus bêta 1B plus 1C 0A fois alpha 0B moins bêta 1B plus 0C 1A fois bêta 0B plus alpha 1B plus 1C 1A fois moins bêta 0B plus alpha 1B. Sans jamais avoir agi sur la particule B, ce qui signifie qu'elle peut être arbitrairement loin, nous avons réussi à passer les informations alpha et bêta sur la particule B. Nous pouvons maintenant passer au paradoxe des jumeaux relativistes. Dans la vidéo, j'avais représenté une fonction qui donne la durée du voyage pour un observateur allant à la vitesse constante alpha fois c par rapport à la Terre, avec c la vitesse de la lumière. Je vais donc vous faire la démonstration de cette formule. Du point de vue du jumeau sur Terre, comme Proxima du Centaure est à 4 années-lumière et que le deuxième jumeau va à 2 tiers de la vitesse de la lumière, le temps de l'aller et celui du retour sont tous les deux de t égale 6 ans, où l'on a juste utilisé la formule v est égal à L sur t, avec v la vitesse, L la distance et t le temps où nous avons isolé le temps. En utilisant la dilatation du temps de la relativité restreinte, aussi bien l'aller et le retour ont une durée sur Terre du point de vue de l'observateur de racine carrée de 1 moins alpha carré fois t. Le temps total est donc t1 est égal à 2 fois racine carrée de 1 moins alpha carré fois t. Calculons la durée du voyage du deuxième jumeau du point de vue de l'observateur. Dans ce cas, il faut faire attention car la dilatation du temps ne sera pas la même entre l'aller et le retour. Et il faut prendre comme temps de référence celui du point de vue de l'observateur et pas de la Terre. Dans la première partie du voyage, le deuxième jumeau va vers Proxima du Centaure avec la vitesse 2c divisé par 3 par rapport à la Terre. Donc du point de vue de notre observateur, il faut faire la somme avec sa vitesse. Mais en relativité restreinte, on ne peut pas bêtement additionner les vitesses. Il faut utiliser une formule non triviale qui est la composition de V1 et V2 donne V1 plus V2 divisé par 1 plus V1 V2 divisé par c carré. Dans notre cas, on obtient 2c sur 3 plus alpha c divisé par 1 plus 2 alpha sur 3, soit 2 plus 3 alpha fois c, le tout divisé par 3 plus 2 alpha. Et pendant le retour, la vitesse est la somme de moins 2c sur 3 et alpha c, ce qui donne moins 2c divisé par 3 plus alpha c divisé par 1 moins 2 alpha sur 3, ce qui est égal à moins 2 plus 3 alpha, le tout fois c, divisé par 3 moins 2 alpha.
Avec les formules précédentes, le temps est t2 est égal à racine carrée de 1 moins 2 plus 3 alpha sur 3 plus 2 alpha au carré, plus racine carrée de 1 moins 2 moins 3 alpha sur 3 moins 2 alpha au carré, le tout fois racine carrée de 1 moins alpha carré, le tout fois t. Avec ces formules, il devient donc possible de tracer les fonctions pour remarquer que le jumeau sur Terre sera toujours plus vieux que le jumeau ayant fait le voyage, donc ce n'est pas une contradiction au sein de la relativité restreinte. L'avant-dernier paradoxe que nous allons aborder aujourd'hui est le paradoxe du bâton relativiste. Dans ce paradoxe, la contraction des longueurs fait que lorsque c'est le bâton qui est contracté, alors il passait dans le trou, et il semblait que lorsque c'était le trou qui était contracté, le bâton ne devrait pas pouvoir passer. Mais en fait, en relativité restreinte, un changement de référentiel avec une vitesse dans plusieurs directions crée une rotation réglant le problème dans ce contexte. Pour simplifier l'étude, je vais travailler de manière adimensionnée. Mais si vous voulez à tout prix des unités, vous n'aurez qu'à vous dire que mes durées seront des secondes et mes distances la distance parcourue par la lumière en une seconde, c'est-à-dire des secondes-lumière. Pour modéliser le bâton, il suffit d'utiliser ces deux extrémités, tout comme pour le trou. Travaillons d'abord dans le référentiel du trou. Nous verrons ensuite comment changer de référentiel. La position des extrémités du trou sont les vecteurs 0, 0 et L0, avec L la longueur du trou. Les valeurs numériques seront données pour L égale 1. Pour le bâton, il se déplace à la vitesse Vx selon l'axe X et la vitesse Vy selon l'axe Y. Pour avoir Vx relativiste, prenons Vx est égal à 0,5, c'est-à-dire la moitié de la vitesse de la lumière. Et pour avoir Vy non relativiste, prenons Vy est égal à 1 sur 1000. Dans le référentiel du trou, la longueur du bâton est contractée en L tilde est égal à L fois gamma, avec gamma qui est égal à racine carrée de 1 moins Vx carré moins Vy carré, valant à peu près 0,87. Il faut déterminer la variation de la position centrale du bâton pour passer dans le trou, disons à grand T est égal à 1, ce qui donne le vecteur L sur 2 plus Vx petit t moins grand T, Vy fois grand T moins petit t. De telle sorte que la vitesse est bien Vx Vy, et à petit t égale grand T, on obtient le vecteur L sur 2 0, et il se déplace bien vers le trou, c'est-à-dire le bas. Pour l'extrémité gauche, il suffit de retirer en x la moitié de L tilde, et pour l'extrémité droite, il suffit d'ajouter en x la moitié de L tilde. Nous avons donc tout pour faire une vidéo montrant le déplacement. Vous pouvez donc voir que comme la longueur du bâton est plus petite, il peut passer. Maintenant la question est comment devient la situation dans le référentiel où le bâton est immobile. Pour ce faire, il faut définir la matrice de Lorentz qui explique comment changer les quadrivecteurs position qui ici sont des trivecteurs car on ne parle pas de la troisième coordonnée spatiale. En général, on ne parle que de la matrice spéciale de Lorentz qui ne change pas y et z, car on choisit l'axe x comme étant celui du déplacement. Mais dans ce problème, il est préférable de modéliser avec un déplacement en x et en y. La matrice permettant ce changement de coordonnées est marquée à l'image. On voit que la vitesse en x et celle en y apparaissent. Mais le point important est qu'il y a des termes croisés qui mélangent les coordonnées en x et y, ce qui correspond exactement à une rotation comme je l'avais promis précédemment. Les quadrivecteurs dans le référentiel du bâton sont le produit de la matrice de Lorentz avec le quadrivecteur dans le référentiel du trou. Je vous ai mis l'équivalent de la situation précédente, mais dans le référentiel du bâton, et on voit que bien que le trou est plus petit que le bâton, la rotation du trou permet au bâton de passer. Je vais maintenant vous parler du paradoxe de Fermi. Durant ce paradoxe, je vous ai notamment affirmé qu'avec les lois de la relativité restreinte, il est possible de parcourir une distance d'une année-lumière en un temps propre aussi court que souhaité, mais que l'énergie serait colossale. Faisons donc le calcul pour une accélération constante. Nous allons écrire à la physicien pour éviter de marquer des limites et en prenant un temps infinitésimal dt. L'accélération est la soustraction de v de t plus dt par vt divisé par dt, mais il faut encore utiliser l'addition des vitesses de la relativité restreinte pour trouver a est égal à v de t plus dt moins v de t divisé par dt fois 1 moins v carré de t divisé par c carré, ce qui est égal à v' de t divisé par 1 moins v carré de t divisé par c carré. En notant v' de t est égal à dv sur dt, et en isolant les vitesses et les temps, on obtient a dt est égal à dv divisé par 1 moins v carré sur c carré. En intégrant à gauche et à droite, on obtient at plus k avec k une constante d'intégration, valant c fois arc tangente hyperbolique de v sur c. Ce résultat est issu d'une formule connue, mais que je vous donne. Pour déterminer la constante, on peut dire qu'initialement le vaisseau est immobile, donc à t égale 0 on a v égale 0, ce qui donne k égale 0. On peut isoler la vitesse pour avoir v de t est égal à tangente hyperbolique de at sur c, fois c.
Ensuite, on peut déterminer le temps t pour parcourir la distance L, ce qui correspond à l'égalité L est égale à l'intégrale entre 0 et t de vt dt. Et en utilisant que tangente hyperbolique est égale à sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique, que le sinus hyperbolique est la dérivée du cosinus hyperbolique, on obtient un u' sur u, ce qui en intégrant va nous donner du logarithme. On obtient finalement L est égal à c carré sur a fois le logarithme népérien de cosinus hyperbolique de a grand T sur c. Ce que l'on peut inverser pour trouver que t est égal à c sur a fois arg cosinus hyperbolique de l'exponentielle de LA divisé par c carré. Pour L est égal à une année-lumière, A est égal à 9,81 mètres par seconde carré, c'est-à-dire l'accélération gravitationnelle sur Terre, on obtient t est égal à 1,007 années, ce qui est plus grand que 1 an, ce qui est normal parce que nous avons calculé le temps du point de vue de la Terre. Mais regardons maintenant du point de vue de la personne en mouvement. En utilisant la dilatation du temps et en passant à l'intégrale, on trouve la formule pour le temps propre, tau est égal à l'intégrale entre 0 et t de racine carrée de 1 moins v carré sur c carré dt. Et en utilisant les propriétés des fonctions hyperboliques, on trouve l'intégrale entre 0 et t de dt sur cosinus hyperbolique de at sur c. En écrivant le cosinus hyperbolique sous sa forme exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2, en multipliant par exponentielle de at sur c, en haut et en bas, et en faisant le changement de variable grand X est égal à exponentielle de at sur c, alors on obtient tau est égal à 2c sur a fois l'intégrale entre 1 et exponentielle de a grand T sur c dx divisé par 1 plus x carré, ce qui s'intègre par un arc tangente, et on obtient finalement tau est égal à 2c sur a fois arc tangente de exponentielle de at sur c moins pi sur 4. Avec les mêmes valeurs numériques que précédemment, on trouve moins de 6 jours et 4 heures, ce qui est énormément moins et prouve que le voyage peut être très rapide et en plus avec une accélération constante comme celle sur Terre, donc très facile à vivre. Mais le problème est qu'il faut une énergie colossale. Pour faire ce trajet avec un vaisseau de 1 tonne, il faudrait 2,7 fois 10 puissance 60 joules. Or, chaque seconde, le Soleil émet 4 fois 10 puissance 26 joules. Donc si on souhaitait utiliser l'énergie du Soleil, en n'ayant aucune perte, il faudrait plus de 10 puissance 16 fois l'âge de l'univers pour récolter cette énergie, ce qui correspond à 10 billiards, soit 10 millions de milliards. Autrement dit, on parle d'énergies qui sont bien trop importantes. Après, on pourrait aussi parler d'un scénario où on arrête les moteurs lorsque l'on a atteint une vitesse suffisante, pas trop importante. Mais dans ce cas, ce sera le temps de trajet qui sera un facteur limitant. J'ai maintenant fini de traiter les aspects formels en lien avec mes vidéos sur les paradoxes physiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.